Bonsoir à tous sur le 153 sélection Zocola des Maestros. Bienvenue dans la team des Maestros saison 2. Aigle, aigle, le diable s'est inventé. Tokos boy. Merci encore à tous, ça c'est vendredi dans la team Maestro. C'est quoi le vendredi? Tout est permis. Merci encore, il est là à mes côtés. Le mentaliste, le roi des tchatcheurs, Monsieur Magata. Comment tu vas? Très bien habillé. Il m'applaudit aujourd'hui. Oh non, on va t'applaudir aussi. Il n'a pas l'habitude effectivement de me faire applaudir. Voilà, comme on le dit, on n'a jamais bien servi que par soi-même. Ok. Charity begins at home, you know? Parle bien espagnol. Ok. Charity begins at home. Ok. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Gracias, ese me gusta. À sa droite, il est présent, il est expert, consulting, c'est le vrai Alain Joël. L'autre, il est pas là. Aujourd'hui, c'est vendredi. Tout est permis, hein? Tout est permis. On est heureux d'être là et de faire chemin ensemble. Ok. Mais attention, il dit le vrai Henri Jo. Oui, je confirme. Attention, il est là, il a actuellement à Congo. On parle de l'aîné, donc c'est tout. Regarde, on est africain, c'est l'aîné, c'est le vrai Alain Je Joël. prends sa défense. Ok, ça marche. Tu vas prendre les balles perdues aussi. Hein. À ma gauche, j'allais de l'argent. il Vous est inquiétez présent, pas. il est bassamois, il est sublime. Oh. Bonjour. Alors, il a laissé la lumière aujourd'hui pour passer à Sublime. Pourquoi? Non, mais tout ça, c'est bon. Parce que Alain Joël me titille un peu. CIE, c'est la Côte d'Ivoire. Sublime Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. On est au pays, c'est magnifique. Magat, on n'est pas seul, hein? Oui. Un invité quand même qui est multidiscipline. Hein? Tu as plusieurs actes à son sport. Oui, qu'on va recevoir tout à l'heure, que vous avez annoncé d'ailleurs. Et puis ensuite, après, l'invité des invités. Tout à l'heure, vous saurez. Vous avez déjà vu les affiches, c'est ça et là également. Voilà, c'est la grande interrogation, la grosse surprise. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission pour voir donc l'invité surprise qui va donc prendre part donc, à cette émission, mon cher maestro. Ok. Donc, je vous laisse annoncer Merci le premier Magato. invité. Monsieur Bilé Kurambois. Kurambois. Bonne arrivée, coach. Merci. C'est un mouvement différent, multidisciplinaire. C'est dû à quoi? Qu'est-ce que pour vous ça représente? Mais en fait, c'est du missionnaire. Vous savez que j'ai pratiqué d'abord l'athlétisme, j'ai commencé par l'athlétisme. Et comme tout enfant, nous avons joué au football. Et j'ai donc joué au football. Et après, nous étions à Trècheville, donc il fallait voir les Kwame Yao, les Touangi, les autres. Donc j'ai assisté à la boxe. Et de là, je suis allé faire de la natation. Et après cela, je suis donc parti au cyclisme. Okay. Donc c'est tout ça qui a fait qu'on a l'impression que je fais. Mais là aussi, j'ai presque tous les diplômes. Ok, merci coach. Ça produit, je pense que Magat a une information de taille à annoncer tout à l'heure. Ben voilà. Déjà, c'est déjà connu. Voilà, c'était donc dans l'air et depuis longtemps, oui, depuis il y a plus de 3 heures de temps de cela. Le sélectionneur Aimé Faye n'est plus donc aux commandes des éléphants de Côte d'Ivoire. Nous couvrons à présent le communiqué officiel de la Fédération ivoirienne de football qui dit ceci. La FIF informe l'ensemble de la famille du football ivoirien que le contrat de M. Aimé Faye, sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire A, est arrivé à son terme le 31 juillet 2026, c'est-à-dire aujourd'hui, et ne fera pas l'objet d'un renouvellement. Le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football exprime sa profonde reconnaissance à M. Aimé Faye pour son engagement, son professionnalisme et les services rendus à la tête de la sélection nationale A durant toute la période de sa collaboration avec la Fédération. Et salue donc sa contribution au développement de l'équipe nationale ainsi que les résultats obtenus sous sa direction qui demeureront une part importante de l'histoire récente du football ivoirien. Le COMEX adresse donc à M. Aimé Faye ses vœux les plus sincères de réussite et de plein succès dans la poursuite de sa carrière professionnelle. La FIF communiquera en temps opportun les décisions relatives à la nomination du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale A ainsi qu'à la composition de son encadrement technique. Fait à Abidjan le 31 juillet 2026, le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football signé le président Idrissa Yacine Diallo. Merci Magat, notre ami, l'autre André Joël, peut-être un mot à dire aussi également. Donc il passe quoi de cela? Bon, je pense que la vie d'un entraîneur, c'est les départs et les arrivées.
Et pour moi, également, l'attitude de l'entraîneur, c'est pratiquement ses résultats. Sur le plan comptable, je pense que c'est une carte de visite qui lui est reluisante. Sur les 38 matchs disputés sur le banc de tous les éléphants de Côte d'Ivoire, on a enregistré 27 victoires, 4 nuls, 7 défaites, et 67 buts marqués, 23 buts encaissés. Voilà, c'est élogieux, mais je pense que certainement que la Fédération ivoirienne de football a une autre vision et voudrait partir avec un autre entraîneur. Tout ce qu'on souhaite, c'est un bon vent à notre compatriote MS Faye. Moi, je pense que voilà, il a toute l'attitude de pouvoir diriger un autre club, plutôt une autre sélection. Et tout le malheur qu'on puisse lui souhaiter. Ok, merci beaucoup, l'espère. Merci beaucoup, Henri Joël. Alors, maestro, avant donc de vous laisser la parole, hein, voilà, autre information aussi importante, parce qu'ils sont aussi également devant donc, les postes téléviseurs. Il s'agit bien sûr du jeu réservé aux membres de la grande famille de RTI Sport. Donc, voici donc les résultats. Alors, on l'avait dit, on avait posé une question. Il s'agissait donc de deviner l'invité surprise de ce soir. Donc, voici les gagnants. Le premier lot, premium. Il s'agit donc de M. Dante qui remporte un sac plus un maillot estampillé la 3. Et ensuite, après, de la 2e à la 5e place, il remporte respectivement donc un maillot la 3. Il s'agit donc de Mister Prof d'anglais, Franck Aristide, Meïté Suleiman, Hervé Loukou et Mister Jules. Vous savez, hein, donc voilà, vous pouvez donc faire partie de la grande famille de RTI Sport. Écrivez-nous dans les commentaires via la page Facebook de la 3 ou RTI Play pour l'émission de ce soir. Voici tout pour mon cher maestro pour le moment. Merci Magat, je pense que le docker est planté, donc on va maintenant à la fin du jour. Exactement, on y va. Oui, coach, c'est Billy Couron. Curambois. Curambois. Ok. Vous avez plusieurs disciplines à votre rang. Il y a la boxe, il y a la natation. Il y a quoi d'autre encore qu'on ne sait pas? Il y a le rugby. J'ai joué un peu au rugby, mais j'ai été, si tu veux, coach à un certain moment donné. Et puis, j'ai managé aussi certains matchs. Donc, c'est ça. Mais c'est la passion qui anime ce côté. Mais en fait, il faut dire que c'est la passion. Tu sais que quand vous êtes jeune, ce n'était pas l'argent qui vous intéressait. Hein. À notre époque, c'était tout juste la passion. Il fallait jouer pour se faire plaisir. Et c'est pour cette raison que vous voyez qu'on gambadait partout, on courait. Et c'est ce qui nous a menés à la course. Et après, au football, parce que tout le monde tapait dans un citron, une orange. Et c'est là que nous avons commencé à jouer au football. Mais parmi toutes ces disciplines-là, quel est le sport pour vous qui vous a plus marqué? Ce qui m'a marqué le plus, c'était le foot. Le foot, parce que à cette époque, nous étions encore à l'école régionale et nous jouions, et il y avait beaucoup qui étaient notre aîné. Il y avait le foot scolaire. Et quand beaucoup n'avaient plus leur gardien de but, il fallait chercher un gardien de but. Et c'est comme ça qu'ils sont venus me chercher. Et j'étais en classe de C2. Vous voyez? Et donc je suis allé tenir leur but. Et c'est là seulement que est partie ma force d'être joueur. Alors, coach, vous nous parlez de plusieurs disciplines que vous avez vous-même pratiquées, oui. Mais vous êtes ici avec nous en tant que coach, donc entraîneur, on va dire, sur toutes ces disciplines. Alors, quand on voit la difficulté d'entraîner une discipline, comment on arrive à justement maîtriser la capacité à en entraîner plusieurs et complètement différentes dans leur structure, la natation qui est très différente de la boxe, très différente du rugby. Donc, comment on fait ça? Est-ce qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui ont cette multitâche comme vous? Oui. Mais il faut savoir que quand vous êtes militaire, parce que moi je suis encore militaire, et donc j'ai pu passer le CS1, le CS2, le CT1 que je suis allé faire en France, et c'est là-bas que j'ai pu faire le premier degré d'entraîneur de foot, le deuxième d'entraîneur de foot, et je suis en même temps entraîneur d'athlétisme. Mais quand vous avez plusieurs sports dans votre écurie, est-ce que pour vous, ce n'est pas une différence? Parce qu'à un moment donné, tu dois faire un choix. Oui, mais j'ai fait un choix. Lequel? J'ai fait un choix. Parce que vous avez deux choses. Quand vous faites le sport, vous avez le sport individuel et le sport collectif. Collectif, oui. Et vous prenez un sport collectif. Le sport collectif que j'avais pris, et c'était le football. Et c'est par manque d'éléments que je suis allé au rugby.
au rugby, où je suis allé jouer au rugby. Pas manque d'éléments. Parce qu'il fallait compléter notre effectif, nous sommes militaires, il fallait jouer le rugby. Il fallait donc chercher des éléments. Et c'est comme ça que je suis parti au rugby. Ah, ça se voit même déjà. Je suis parti donc au rugby et j'ai donc joué au rugby. Donc, Monsieur Kuramba, à vous écouter, vous adorez le football, c'est votre matière première, mais vous êtes parti dans les autres disciplines par défaut. Pas par défaut. Parce D'accord. qu'il fallait que je... Par conviction aussi? Par conviction, parce qu'il fallait aller enseigner ça à nos camarades. J'ai dit je suis militaire. Et donc là, je reviens. Il faut que je vous dise, réellement, il y avait Delhomme, que certainement les gens n'ont pas connu. Delhomme qui était donc entraîneur de foot de la SEC et qui était donc un des moniteurs de sport à l'école de gendarmerie. Et nous qui sommes rentrés là-bas, j'ai dit, mais tiens, il faut que je ressemble à ce monsieur-là. Il faut que je fasse comme lui. Et c'est comme ça que je suis allé donc au football. Mais moi-même, j'étais athlète. Ok, donc, si je comprends, dans l'armée, il y a plusieurs sports. Il y a plusieurs sports. Plusieurs sports. Mais c'était quoi le sport qui était le plus pratiqué? C'était l'athlétisme, la boxe et le foot. Pourquoi spécifiquement l'athlétisme et la boxe? Mais c'est l'athlétisme qui a amené même les Cablan-Deignan, puisque Cablan-Deignan lui-même, c'était mon professionnel à l'école de gendarmerie. Et c'est avec lui que nous avons été sélectionnés en équipe nationale de la SOA pour remplacer, être en équipe nationale de Côte d'Ivoire après. C'est un athlétisme. Mais au niveau football, est-ce que vous avez fait une grosse carrière? Moi-même, carrière, Ouais. c'est plutôt football. Football. Parce que football, j'arrive, je suis allé en France, j'ai pu donc entraîner l'équipe de Paris 11. J'ai entraîné Paris 11 en 84. Et quand je suis revenu en 85, parce que c'est de là-bas que j'ai eu ma licence d'entraîneur. Et quand je suis revenu, on a changé ça en licence A. En ce moment, la licence A, CAF n'existait pas. C'est la licence A que j'avais. Mais est-ce que pas le cas? C'est le cas. Ok, c'est toujours le cas. Vous Mais avez maintenant, joué c'est avec qui, comme une licence joueur, A comme joueur CAF. qu'on ne connaît pas. Un exemple de joueur. Il a entraîné surtout. Si, mais oui, un exemple de joueur. Ouais. De joueurs. Ouais. Le Poelo, par exemple. Le goal, la SOA, ouais. Grand attaquant. Parce que le Poelo, ce sont ceux que j'ai fait, avec que j'ai pu faire monter l'équipe de la SOA. Si. Et nous avons fait monter la SOA en 1992. Et les journalistes m'ont posé la question, vous faites l'ascenseur seulement. Vous montez, vous redescendez immédiatement. J'ai dit, moi... Il y a beaucoup d'équipes qui font Oui, ça. je monte et je reste. Je suis monté et je suis resté. Et vous savez que l'entraîneur a toujours ses bagages auprès de lui. Parce que quand ça va pas, on dit, bah, go. J'ai fait 2 ans, j'ai pu résister. Et celui qui m'a remplacé, c'est Cablan Chapon. Cablan Chapon qui m'a remplacé. Après Cablan Chapon, c'est Niazebo qui l'a remplacé. Merci beaucoup. Mais quand moi, j'ai eu le malheur de croiser le loco, parce qu'il était un attaquant robuste. Et moi, je sortais toujours de l'académie, et on jouait match amical, soit à Segmouza. Et moi, c'est moi qui devais défendre sur le loco. Mais il m'a fait la misère. Mais c'est l'armée, il me prenait du courrier avec moi. En tout cas, l'état véloce est à droit. Avant que Henri Joël donc ne pose aussi sa question. Là, actualité oblige, tout à l'heure, on vient de vous lire le communiqué, donc dire que Emmaes Faye n'est plus le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire et vous êtes entraîneur donc, de foot depuis 1984. Enfin, quoi, 42 ans aujourd'hui. Est-ce que le poste vous intéresse? Non. La réponse est claire, ça au moins c'est sûr. D'accord, c'est bien noté. Alors, Henri Joël, le micro est à vous. Moi, je suis vraiment subjugué par le talent du coach. Mais moi, je vais m'intéresser à la boxe parce que, comme vous voyez, nous avons grandi également au niveau du 2e bataillon de Daloa où on a vu les activités sportives des militaires. La boxe, ça drainait véritablement du monde. Vous, en tant qu'entraîneur, quelle est l'aptitude d'un véritable boxeur? Quelles sont les qualités qu'on peut avoir pour être un vrai boxeur, vous, en tant qu'entraîneur? Pour déceler le talent, qu'est-ce qu'il faut? Mais pour déceler le talent d'un boxeur, il faut qu'il y ait le feeling. S'il a le feeling, c'est un peu comme vous avez vu Mohamed Ali. Vous n'avez pas le feeling que vous êtes fort seulement pour taper comme une brute, ça ne vous arrangera pas. Il faut avoir le feeling, il faut avoir mais la vitesse de frappe aussi. Si vous n'avez pas cette force-là, vous ne pouvez pas être bon boxeur. Mais ça peut travailler. Oui, ça se travaille. Mais malheureusement, d'autres ne suivent pas. C'est pourquoi ils ne font pas bonne carrière. Mais quand vous prenez Tchotch, par exemple,
Victor Sandou Vincent, qui a été champion du monde, que j'ai eu la chance au moins de l'accompagner aux États-Unis pour pouvoir, parce que j'étais entraîneur de habit de boxe. Hein. Oh, oui. Donc je l'ai amené, je nous sommes partis aux États-Unis ensemble pour défendre son titre de champion du monde. Mais malheureusement, là, ça n'a pas trop marché parce qu'il est tombé sur un Américain. Il réussit à mettre le premier coup, l'Américain, au sol. Mais après, quand l'Américain s'est réveillé, on ne sait pas qu'est-ce qu'il avait mangé. Il est venu, il nous a fait la misère. C'est toujours la gestion de la 86e minute. Hein. C'est exactement ce que j'allais dire. Non, c'est pas seulement que le football. Hein. Mais coach, c'est vrai qu'à l'époque, on était tout jeune, hein, et on a mis la bosse grâce à notre président, personnel Foubani, et tout petit, on parlait des Wabi Spider, Marie Konaté. Est-ce que vous avez connu, est-ce que vous avez écouté ces boxeurs-là? Oui, Spider. C'est à Robinson aussi. C.R. Robinson, mais je vais vous parler de C.R. Robinson. C.R. Robinson, il était en 1975, quand C.R. Robinson boxait, c'était Raoul Rabé. Il avait croisé Obed. Et c'était le champion du monde. Et C.R. Robinson était tout feu et tout flamme. Mais C.R. Robinson devait gagner ce combat-là, mais malheureusement, Obed l'avait accroché. Au lieu de se défaire, il est resté pour taper sur la tête de choses. Et le gong est venu. Ça a libéré comment on appelle Obed. Obed est parti, il revient un peu plus en forme encore. Et c'est ce qui fait perdre, parce qu'il était détenteur de la ceinture. Quand vous détenez la ceinture, ce n'est pas en match nul vous perdez. Hein. L'avantage est donné à celui qui a un titre. Oui. Une vraie question. Mais est-ce que le poste dans des situations de vous intéressait? Vous avez dit non. Non. Oui, la boxe. Est-ce que être président de cette fédération vous intéresse? Non. Bon, l'espère. Bon, le coach sait ce qu'il veut, ça c'est important. Juste vraiment très brièvement, votre regard sur les boxeurs actuels aujourd'hui, ceux qui sont de cette nouvelle génération qui monte. Oui. Il y a au moins certains qui sont là, qui peuvent rivaliser encore plus chez les anciens. Parce que moi j'ai connu Camille Yao, Toine Jules. Gobialou aussi. Gobialou, ce sont nos jeunes. Ouais. Ce sont nos jeunes. Ok, merci coach pour ces informations. Gobialou, Boys Spider, Marie Konaté, ça c'est une belle mon enfance, hein, grâce au président Foubani. Magat, oui, dernière question rapidement. Okay. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à la boxe ivoirienne pour retrouver son lustre d'antan, de l'époque? Bien, là, je saurais donner, parce que là, il faut que les jeunes, parce que les jeunes, ça donne un peu à la boisson. Ils ne prennent pas le sport au sérieux. Ils se laissent aller. Et c'est ce qui emmerde un peu. Vous voyez un jeune qui vient de boxer tout à l'heure. Après, vous allez le voir de l'autre côté. Ce n'est pas intéressant. En train de célébrer. C'est ça? Oui, ce n'est pas intéressant. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Bilé Curom-Bois, voilà. Coach, ancien joueur boxeur, de foot, Je n'ai pas été boxeur. arbitre de boxe, le cyclisme. Vraiment multidiscipline. C'est très bien de connaître comme ça votre pédigré. J'étais directeur de course et puis bien d'autres. Voilà, merci d'avoir été donc des nôtres. Merci. Voilà, et ici c'est votre maison pour revenir quand vous voulez. Merci. Donc, cher ami maestro, avant de recevoir un invité spécial qui était à la CAN 2023, qui entraîne aujourd'hui l'une des meilleures sélections d'Afrique, Concert, qui a gagné aussi également, la sélection qui a gagné 3 CAN aussi également, suivez les indices, qui sera là tout à l'heure. Mais avant, on passe à la rubrique de Monsieur Hugo Bojo. Cardon TDM, c'est parti. Hugo Bojo, on t'écoute? Oui, bah écoutez, donc c'est vendredi, on va partir donc avec les cartons TDM. Donc je rappelle vraiment le principe pour ceux qui nous prennent, les très rares qui nous prennent maintenant. Donc vous avez des cartons verts quand l'information que nous allons donner est vraiment excellente et qu'on l'apprécie. Un carton jaune quand il y a un peu à redire ou quand on est préoccupé par une situation
d'un sportif ou d'une discipline, et un carton rouge quand rien ne va plus. Et c'est par la couleur rouge que nous allons commencer. Je sais que les vendredis, habituellement, je suis un peu plus soft, mais là, c'était nécessaire de le dire. Carton rouge, et on va passer au tennis, et on va parler de Venus Williams. Alors, la joueuse américaine de 46 ans aujourd'hui a été la première femme, je le rappelle, noire, classée numéro 1 mondial en février 2002. Puis, tout au long de sa carrière, a décroché un nombre incalculable de titres. Mais en 2023, donc, elle commence à se retirer des matchs, puis on ne la revoit plus jusqu'en fin d'année 2025, où elle décide de revenir au devant de la scène et remporte un tout premier match à 45 ans qui fait sensation et qui laisse prévoir éventuellement, on va dire, des matchs intéressants. Et ce n'est pas du tout le cas, car elle enchaîne 12 défaites consécutives depuis. Même si on peut donc saluer l'envie pour une ancienne grande sportive d'être au devant de la scène, on peut clairement dire que là, elle est en train d'entacher tout ce palmarès extraordinaire qu'elle a engrangé tout au long de ces années. Je pense que, comme l'a fait sa sœur Serena, il est temps pour Venus Williams de se retirer, éventuellement de réapparaître dans des tournois de gala, mais de laisser la place aux petits jeunes joueuses de tennis qui aujourd'hui sont vraiment excellentes. Alors, un carton vert maintenant pour changer un petit peu de couleur, et nous allons revenir au foot, à la Coupe du Monde, mais essentiellement à un monsieur. Quand on dit Vozinha aujourd'hui, tout le monde a l'impression de connaître ce nom. Josimar Diaz dit que contre son équipe. Alors, nous passons à un carton rouge sur un sujet qui ébranle plutôt le monde du foot, avec cette annonce faite par le président Infantino de créer une cellule commerciale, événementielle, qui aurait pour but de gérer la Coupe du Monde et les autres grandes coupes du football. Alors, ce projet ou ce programme semble alléchant, mais il est extrêmement, déjà, mal apprécié des autres fédérations dans le monde, mais surtout dangereux pour le développement sportif. Quand on a vu ce qui s'est passé à la Coupe du Monde du Qatar et aux États-Unis, où les choix des prix des billets avaient été définis par une section hors FIFA, que les différents modes d'organisation avaient été décidés par des financiers et non par des sportifs, cela met, on va dire, un petit peu à mal ce que pourrait devenir le football. Alors, c'est la première fois qu'on voit un président de fédération officiellement dire qu'il va remettre de l'argent aux fédérations qui vont accepter son projet. Il y a quelques années de ça, on aurait parlé de pot de vin. Et là, ce n'est pas le cas, c'est officiel, il le dit. Tous ceux qui vont l'appuyer dans ce projet, il va les financer. Et bien évidemment, quand il quittera la présidence de la FIFA, il se voit lui-même déjà comme président de cette cellule. Tout cela remue, comme je l'ai dit, le monde du football. L'UEFA s'est déjà opposée à cette proposition et dit qu'elle maintiendra sa position et refusera que les fédérations européennes participent à des compétitions tant que Infantino continuera sur cette voie. Et je vais terminer par une vitrine faite donc à un carton vert, un carton vert, un très gros carton vert, et une vitrine faite à une fédération assez méconnue, mais qui commence à tirer un peu son épingle, la Fédération ivoirienne de bodybuilding et disciplines associées, qui a organisé le week-end dernier donc une des manches du championnat de Côte d'Ivoire de powerlifting. Alors powerlifting, power, force, lifting, soulever, ceux qui ont la force pour soulever. Alors, et dans cette compétition, il y avait trois techniques qu'il fallait maîtriser. Il y avait les squats, il y avait le deadlift et il y avait le bench press, ou aussi connu pour développer couché, qui n'a rien à voir avec le riz couché. Et dans cette compétition, nous allons signaler deux événements importants, ou en tout cas deux records importants. Celui de Priva, qui a gagné sur toutes les catégories, allant jusqu'à soulever 280 kg donc, en développé couché. 280 kg, vous imaginez un petit peu, mais mieux que ça, un record africain a été battu lors de cette compétition par une demoiselle, Noah Sekongo, qui a soulevé 250 kg au deadlift. Donc, le deadlift, c'est quand le poids est au sol et qu'on le soulève jusqu'en haut de la tête.
250 kilos, ça c'est une petite parenthèse pour mon ami Henri Jo Bois, ça représente 4 Henri Jo. Donc elle peut le soulever 4 fois. Le pauvre. Messieurs. Malgré qu'il n'est pas là aujourd'hui, Et oui, voilà. il prend que des balles Non, il perdues. prend des petits coups comme ça, c'est notre Voilà. ami, on l'aime fort. Voilà pour les cartons du jour, chers amis. Merci à vous, Hugo Borges. C'est l'heure donc du TDM Express. Allez, c'est parti. La 3 ouvre les portes d'un voyage musical exceptionnel. Des sons qui ont fait danser l'Afrique, des artistes qui ont écrit l'histoire, des mélodies qui traversent les générations. Bienvenue dans 3 fois plus de rétro. L'émission qui remet à l'honneur le meilleur de la musique rétro ivoirienne et africaine, des années 60, 70, 80 jusqu'aux années 90. Une époque, des chansons, des souvenirs inoubliables. 3 fois plus de rétro, c'est tous les lundis à 12h30. Rediffusion 22h. Présentation, la légende vivante, Diabo Steak. La légende vivante vous salue et vous dit hasta luego. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Le jazz a désormais son rendez-vous sur la 3. Performances inspirantes, découvertes musicales, échanges exclusifs, un univers riche en émotions. Je suis Adolphe Yassé et je vous donne rendez-vous sur la 3. Que le swing vous accompagne. 3 fois plus de jazz, c'est tous les mardis à 12h30, rediffusion 22h sur la 3. Présentation Adolphe Yassé. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. L'heure des vérités. Tambour. Vas-y, annonce ta bonne nouvelle. Ben voilà, exactement. Il a joué 20 matchs à la tête de Super Eagles du Nigeria avec pour bilan 2 points pris par match. Quel bon bilan. Également, il avait été donc à la tête de la sélection du Mali à la CAN 2023 avec pour bilan également 21 matchs, 2,10 points pris par match. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, recevons le grand sélectionneur Eric Chekouchel. Les gars, on se lève ça. Coach, respect. Non, si. Coach, c'est important. Voilà. On peut faire joie. OK. Alors, maestro, voici donc le grand invité de la team de maestro de ce vendredi. Merci Magat, et pour moi c'est un honneur pour moi de recevoir le coach de la team Maestro. Beaucoup de respect et coach, merci, bonne arrivée. Merci beaucoup. Ce défi avec le Nigeria, comment c'est passé? Parce que pour moi c'est un challenge. Avant de répondre à ta question, je voulais vous remercier tous pour cet accueil. Ça me touche énormément. Je me souviens quand on se battait sur le terrain. Non, je suis très fier de ce que tu fais, de ce que vous faites. Et je suis très content d'être là. Pour revenir à ta question, non, je suis arrivé au Nigeria après un épisode au Mali. Tout le monde sait comment ça s'est terminé. Je suis arrivé au Nigeria avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'envie de réussir avec cette équipe. Et puis là, je suis là aujourd'hui tout simplement avec vous. Merci coach, c'est clair, l'espère. Ouais. On va juste demander au coach, qu'est-ce qui motive sa présence ici à Abidjan? En fait, je joins l'utile à l'agréable. Donc, il y a à Yamoussoukro, il y a le tournoi des U20, le WAFU. Et donc, le Nigeria participe à ce tournoi pour la qualification de la Coupe d'Afrique. Donc, je suis allé voir le dernier match contre le Togo et puis je verrai le match contre le Burkina. Et puis, je suis venu voir ma famille, tout simplement. Ok, merci coach. Mais coach, j'ai une question à poser. Qu'est-ce que vous retenez de votre passage au Mali? Je retiens beaucoup de choses. C'est le pays de ma maman. J'ai joué dans cette équipe nationale. Donc c'est vrai qu'au niveau émotionnel, c'était quelque chose de très important pour moi. J'ai donné beaucoup. Et c'est vrai que j'ai eu une fierté, un honneur de combattre pour ce maillot. Et puis c'est vrai qu'à la fin, ça s'est terminé un petit peu. Ça a été dur. Ça a été difficile d'être poussé vers la sortie comme ça. Mais bon, c'est le football. C'est le football. Et aujourd'hui, je continue d'avancer avec encore une fois, beaucoup d'humilité, beaucoup d'envie et beaucoup de professionnalisme. Tu as quelque chose à dire? Oui, alors, comment on arrive à supporter cette veste d'être aujourd'hui parmi, on peut le dire, les meilleurs entraîneurs du continent? Est-ce que c'est une veste lourde à porter ou est-ce qu'on arrive justement à entrevoir encore une progression?
Ben, en fait, moi, je suis pas trop... je suis pas réseaux sociaux, en fait. Donc, c'est vrai que moi, je vis au jour le jour comme n'importe qui. Je respecte tout le monde. Je me considère pas comme quelqu'un qui est au-dessus des autres. Je travaille. Je me focalise sur le jeu, sur mon travail. Et le plus important pour moi, c'est ce qui se passe sur le terrain, pas ce qui se passe en dehors. Parce que bien sûr, il y a des gens qui vous aiment, bien sûr, il y a des gens qui ne vous aiment pas. Mais le plus important, c'est de rester aligné sur votre vision et sur ce que vous avez envie d'apporter sur le terrain et en dehors du terrain. Alors, coach, vous parlez effectivement du jeu. On a vu l'équipe du Mali produisait bien du jeu à la CAN 2023 et également l'Espoir du Nigeria produit bien du jeu. Quel est le secret derrière? Vous êtes un amoureux du beau jeu. C'est quoi le secret? Comment arrivez-vous à faire jouer vos équipes? Ben, en fait, moi j'étais défenseur central, mais c'est vrai que j'aimais voir mon équipe jouer. Et depuis que j'entraîne, depuis 2014, j'ai arrêté en 2014, j'entraîne depuis. Et c'est vrai que depuis 2014, j'ai toujours cette même philosophie, ce même système de jeu. Donc c'est un système que je connais bien, qui est basé sur le mouvement et surtout sur une certaine intensité et une agressivité quand on n'a pas le ballon. Et quand on a le ballon, essayer d'être efficace sur chaque compartiment du terrain. Donc c'est vrai que c'est une philosophie que je travaille depuis un bon moment. Attention, elle n'est pas parfaite, hein, parce que toutes les philosophies et tous les systèmes ont des défauts. Mais voilà, le but du jeu, c'est de continuer à améliorer ses points forts et essayer de gommer ses points faibles. Ok, coach, j'ai une épée en arrière. Vous pensez que si le Mali bat la Côte d'Ivoire, pendant la CAN ici, elle peut aller plus loin que ça, peut-être prendre ce trophée-là? Ben, en fait, au moment où la Côte d'Ivoire bat le Sénégal, moi, dans mon esprit, c'était l'équipe qui va gagner ce match entre le Mali et Côte d'Ivoire, c'était l'équipe qui allait remporter ce trophée. Si je parle de la Côte d'Ivoire particulièrement, on a senti que après cette phase de groupe, il y a eu un step-up au niveau de l'état d'esprit dans ce groupe qui a été amené par le coach Faye. Et les joueurs ont suivi. Et nous, on était sur un step-up par rapport à ce qu'on avait fait durant la CAN et ce qu'on avait fait pendant toute cette année, pendant les qualifications. Et cette CAN, à chaque match, notre équipe progressait. Donc c'est vrai que c'était un grand match. C'était un grand match déjà en termes d'atmosphère. Moi, je me souviendrai toujours quand j'ai mis mon pied sur cette pelouse, j'ai senti qu'il y avait une atmosphère électrique. Et c'était un grand match. C'était un grand match de haut niveau. Et cette CAN, elle est extraordinaire parce qu'il y a un scénario. Il y a un scénario. Et à la fin, c'est un film en fait. Mais quand je pense que c'était aussi un match spécial, parce qu'on jouait à Boaké. Là vous êtes né. Alors moi, je suis né à Abidjan, ouais. Mais j'ai habité Korogo. Okay. C'est vrai que j'ai une de mes tantes qui habite Boaké. Okay. Donc je me souviens là, elle a essayé de m'appeler pendant une semaine, comme elle savait que j'étais à Boaké avant les matchs. Non, c'est dur de jouer quand vous avez d'un côté votre maman et de l'autre côté votre papa. C'est dur de jouer, mais bon. Le métier, c'est le football. Donc, en ce moment, quelle est votre vision avec l'Espoir Eagles dans les prochaines années? Déjà, aujourd'hui, je suis en renégociation avancée avec le Nigeria. Donc, je fais mon taf et j'essaie de me projeter sur la prochaine Coupe d'Afrique qui est en 2027. Et sur un plan personnel, moi, c'est de la gagner. Donc, bien sûr qu'avec le Nigeria... Donc, ça, c'est mon avis. Si jamais la Côte d'Ivoire vous tend la... Là, on a posé la question tout à l'heure, il y avait un entraîneur qui était là. Si on ne pose pas cette question, voilà. Si jamais, donc là, la Côte d'Ivoire vous dit, bon, on te laisse... Il y a un coup de fil, là. Le tapis rouge. Non, moi, aujourd'hui, je vous dis, je suis là, je suis entre guillemets en vacances. Voilà, je viens souvent... quand je vais au Nigeria, je m'arrête ici pour voir la famille. Quand je repars du Nigeria, pareil, je m'arrête toujours pour passer du temps ici. Moi, aujourd'hui, je préfère me concentrer sur ce que j'ai déjà. Je préfère pas me projeter, parce que le football, ça va très, très, très vite, aussi bien en haut qu'en bas. Donc, encore une fois, je préfère rester humble
et travailler, continuer à travailler. Après, comme tu sais, Maestro, il y a des agents, il y a des opportunités qui arrivent pas. Le plus important, c'est de rester aligné sur les objectifs qu'on se fixe. Que pensez-vous du foot africain à la Coupe du Monde? Moi, beaucoup de personnes étaient mitigées, mais si on analyse tout ça, on voit qu'il y a une réelle progression. Moi, je parle en termes d'intensité, bien sûr de jeu, bien sûr de tactique, parce que la performance, elle va se définir par à la fois le plan technique, tactique et physique. Donc en termes d'intensité, je pense qu'on a franchi un palier. Maintenant, ce qui a été intéressant dans cette Coupe du Monde, c'est que la FIFA a décidé de faire des cartons, parce que c'est ça la réalité. Et que en fait, à chaque fois, dans les cartons, tactiquement, on n'a pas eu de chance, parce que le dernier carton, en fait, il se jouait et on était toujours à la main avant ces derniers cartons. Et en fait, on n'avait pas la possibilité après de réagir tactiquement. Parce que vous savez, quand vous êtes dans une Coupe du Monde, vous êtes dans un stade où il y a 80 000 spectateurs, il y a toute cette pression. Et là, vous ne pouvez plus discuter avec les joueurs. Tu sais très bien. Voilà, donc les joueurs ils doivent avoir cette peut-être essayer d'être cette autonomie pour pouvoir gérer ces problèmes-là. Mais donc il y a ça. Sur nos points forts, encore une fois, dans le jeu, en termes d'intensité, tactiquement, moi j'ai trouvé qu'il y avait, encore une fois, on a passé un palier. Et comme tous les entraîneurs, je me souviens du coach de la RDC qui dit que ce n'est qu'une question de temps avant qu'une équipe africaine gagne cette Coupe du Monde. Il faut qu'on continue à progresser, surtout en termes de structure, en termes de formation des joueurs, même si on est en avance sur beaucoup de continents. Je veux dire, en Côte d'Ivoire, à chaque coin de rue, il y a une académie. Au Mali, c'est pareil. Au Nigeria, je ne vous en parle même pas. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à hausser le niveau sur la formation de cadres et continuer sur la structure des stades. Merci coach. Comme on passe du Mali, qui est aussi une grande nation, et passer au super égal, qui est une forte nation du football africaine, c'est quoi la différence entre ces deux nations? D'un côté, il y a des stades du Nigeria, d'un côté, il y a la jeunesse malienne qui monte encore de jour en jour. Quelle était la différence entre les deux nations? La différence, elle était sur un plan purement du jeu. Au Mali, c'est un football, on va dire, que je vais qualifier du football du Sahel. Et au Nigeria, on est plus sur un football tropical qui va ressembler un petit peu au football ivoirien, avec des joueurs un petit peu plus puissants. Voilà. Et au football du Sahel, avec des joueurs un petit peu plus endurants. Okay. Voilà. Après, sur un plan technique, moi, j'ai eu la chance au Mali d'avoir des joueurs qui venaient de l'académie JMG Bamako. Et puis là, aujourd'hui, au Nigeria, j'ai des joueurs qui sont à leur apogée dans leur carrière. Je prends le cas de Victor Osimhen, Alex Iwobi, Ademola Lookman. C'est des joueurs là qui sont des top players. Qui sont des top players dans des top clubs en Europe. Et quel plaisir de manager ces joueurs-là, de vivre avec eux, de vivre des émotions. Très content d'être là-bas. Merci coach. Magat. Voilà, on a écouté donc religieusement le sélectionneur d'un super égal du Nigeria, Eric Sekou Ouchel. Peut-être que oui, ce qu'on va annoncer maintenant, un jour ils pourront commenter l'un des matchs, pourquoi pas, du sélectionneur, et c'est dans le Fou du micro. Le principe, il est simple. Voilà, vous avez donc droit à quelques séquences des matchs de foot et des journalistes en herbe, pour le moment qui ne sont pas des journalistes professionnels. On se donne donc à certains exercices, surtout de commentaires de match, mon cher sélectionneur. Ensuite, après, vous êtes donc le président du jury. On va appeler, voilà. Nous allons appeler à présent le premier candidat, Axel Doulou. Voilà, on va l'applaudir, s'il vous plaît. Allez Axel, motivé? Très motivé. Alors, vous êtes habitué à cet exercice, effectivement, donc c'est pas nouveau pour vous. On y va déjà à notre décompte à 2, 3, 1, c'est parti. On va y aller très rapidement.
On va jouer les dernières minutes de cette première période du côté des Uruguayens. Et c'est toujours l'équipe uruguayenne qui a ce ballon avec cette passe dans la profondeur. Ballon récupéré rapidement par les Cap-Verdiens. On va tenter de se dégager dans cette défense. Le match il est tendu, le match il est chaud. Et c'est toujours les Uruguayens qui vont récupérer ce ballon. Je pense bien que c'est le garçon, effectivement, il sera servi dans l'entrejeu au niveau du milieu de terrain. On va récupérer ce ballon toujours avec les garçons de cette équipe uruguayenne qui joue un bon football. À toi, à moi, passe, déplacement, coulissement. C'est pourtant bien joué. L'arbitre qui va laisser jouer, aucune photo signalée avec le latéral gauche. Il va mener ce centre. Oh là là, la tête qui va repousser ce ballon. Et à nos téléspectateurs qui nous suivent depuis la 3, vous suivez un match plaisant. Allez, on va repartir. Il va se placer au bon moment avec ce bon pied pour amener ce ballon dans le filet. Regardez, aucune faute, aucun enjeu signalé avec cette tête remise bien jouée et ce plat du pied parfait qui viendra déposer ce ballon tranquillement dans le filet. Il n'a aucune chance ce coup. La cheville. Voilà, merci à vous, Axel Dolo. On a pris par le temps. Rapidement, allons passer le micro à celui qui va suivre. Il s'agit donc de Traoré, donc Mohamed Kader. Voilà, on s'installe rapidement. Vous connaissez aussi également le même principe par notre décompte 3, 2, 1, c'est parti. Et voilà, nous sommes de retour toujours avec ce Colombie face aux Congolais. Il faut rappeler que nous sommes à la 74e minute de cette rencontre, alors qu'il y a toujours 0-0, tout simplement parce que les deux équipes n'ont pas envie vraiment d'obtenir une élimination dans cette Coupe du Monde. Là, regardez cet appel de balle de, encore une fois, Luis Diaz qui malheureusement, du côté des Colombiens, avec ce ballon qui derrière est récupéré. Regardez cet amour des ballons, d'une précision, d'une délicatesse incroyable. Et l'ouverture du pied gauche pour aller chercher. Et encore une fois, le côté opposé. Regardez Mpassi qui était beaucoup plus avancé, donne beaucoup plus de latitude à ce joueur et qui lui a eu la justesse technique de mettre ce ballon hors de portée. Et là, cette formation congolaise est extraordinaire. Merci à vous, Traoré Mohamed Kader. Place maintenant au troisième et dernier donc, candidat, Nguessan Kounan Jean. Il vient d'où ça? Alors, cher ami, voilà, regardez toujours par ici. À notre décompte, c'est parti. 3, 2, 1, top. Et là, à tous les amoureux du ballon rond, les amoureux du foot. Alors, cher monsieur, voici ainsi donc, le passage des trois candidats. Le président du jury aura donc la parole en dernière position. C'est qui le président du jury? Donc tu me mets dans les problèmes. Quoi. Voilà. Hein? C'est comme ça ici. On déroule le tapis rouge à nos invités. Voilà. On va commencer par Henri Joël. Allons-y. Moi, je pense celui qui est passé en deuxième position, numéro 1. C'est Kader Mohamed. Voilà, lui qui est passé en première position, numéro 2, et en troisième position, numéro 3. Donc, premier, Mohamed Kader. Voilà. Deuxième, Axel Dolo. Troisième, Nguessan Jean. Voilà. Comme on n'a pas trop de temps, donc on ne peut pas faire de commentaires. D'accord. Allez-y. Ah, merci. Oui. Allons-y. Le premier, c'est Nguessan Kounan Jean. Deuxième, Mohamed Kader. Troisième, Axel Dolo. Troisième, Axel Dolo. Ouais. Et le deuxième, c'est Mohamed. Ouais, Kader. Très bien. Alors moi, je mets Jean en 1, je mets Axel en 2 et Kader en 3. Jean, je prends Jean en 1. Donc le troisième qui est passé, donc Jean en première position. Le premier, Axel en deuxième position. D'accord. Et Kader en troisième position. Kader en troisième position. Monsieur le président du jury, je donne pour moi déjà, avant que vous ayez donc la parole en deuxième position. Premier, Kounan Jean, le dernier qui vient de passer. Deuxième, pour moi, c'est Mohamed donc, Kader. Et troisième, Axel Dolo. Vas-y. Voilà. S'il vous plaît, chers amis, revenez rapidement. Moi, la vérité, j'aurais mis les 3 numéros 1. Venez. Parce que, en fait... Axel. Voilà. Voilà, mettez-vous là rapidement. Ils ont tous un point fort. Oui. Ils ont tous un point fort. Le premier, j'ai bien aimé son analyse purement technique. Le deuxième, il y avait le contexte du match qui était bien. Et le troisième, il y avait les intonations.
Le football, ça se joue à des détails. Alors, coach. Je dois choisir, là? Oui, vous avez Lukman, Ademoula Lukman, Victor Osimhen et Alex Ayobi. Vous devez aligner 1. Voici les 3. Allons-y par ordre de... Voilà. Si vous ne connaissez pas le nom, vous pouvez donc les indiquer rapidement. Non, moi, comme je suis technicien, je vais aller avec celui qui était le plus technique. D'accord. Donc, le premier qui est passé? Axel. Axel en 1. D'accord. Axel. Numéro 3, l'intonation. Ingissa Konajan. 3 Jean. Qui est en deuxième position, c'est bien cela? Ouais. Mohamed Kader. Et enfin, Kader en... Kader en troisième position. Donc déjà, au niveau des résultats, alors, il y a Kona Jean qui arrive à la première place avec 4 votes. Voilà, donc c'est Kona Jean qui remporte donc cette manche, arrive en deuxième position. Axel Deoulou. Non, c'est terminé. Donc on a donné le nom du gagnant, Kona Jean qui est arrivé donc en tête. Voilà. Donc, alors, coach, très rapidement, on sait que on a parlé de tout ça aussi également. Là, vous savez que vous avez une équipe, franchement, qui se rapproche un peu de la Côte d'Ivoire. Est-ce que souvent vous y pensez quand vous regardez le vivier du Nigeria et puis le vivier ivoirien? En fait, il suffit juste d'observer. Hein. Quand vous marchez dans les rues, à partir du moment où... je sais pas, j'ai le temps de développer un petit peu ou pas du tout? Et allons-y. Ouais, en fait, quand vous analysez un petit peu la CAN en Côte d'Ivoire, vous avez vu que la CAN, il y avait un step par rapport à ce qui était organisé dans les autres CAN avant, en termes de structure. Et comme je le dis souvent, la différence entre la CAN du Maroc et la CAN de la Côte d'Ivoire, c'est que je pense qu'au Maroc, ils avaient encore élevé le niveau en termes de structure, mais il manquait l'ambiance, l'atmosphère qu'il y avait à la Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand on analyse le football marocain, quand vous allez dans chaque quartier, vous avez un terrain de proximité, ils appellent ça. Donc c'est des terrains synthétiques, il y en a un dans chaque quartier. Donc les petits de les plus jeune âge, ils jouent au foot. Là aujourd'hui, quand vous allez en Côte d'Ivoire, à chaque quartier, vous avez une académie, et même ils ont fait des annexes pour les plus petits. Et les petits, déjà, techniquement, se développent plus rapidement. Et en fait, au Nigeria, c'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu la même chose. Et aujourd'hui, en fait, en termes de qualité physique, alors je ne sais pas si c'est le football qui est un petit peu le football tropical, mais il y a des joueurs qui sont très puissants, je parle athlétiquement. Et on pouvait, quelques années en arrière, on se disait, ces joueurs, ils sont qu'athlétiques, ils sont rapides, et c'est tout. Mais là, on commence à voir qu'il y a une qualité technique qui émerge. Et c'est vrai que quand on analyse le football ivoirien et le football nigérien, il est assez similaire. Le football nigérien, c'est basé beaucoup sur les ailiers qui sont assez rapides. Les ailiers, un jeu où il y a des joueurs qui vont vite. Voilà. Et non, c'est vrai que c'est un football similaire. Merci, coach. Voilà. C'est trop beau, merci. Merci beaucoup. Merci, coach, merci beaucoup. On espère qu'un jour, on pourra mettre le tapis pour vous. Merci à Hugo Bosch. Merci à Magat. Merci à Anne-Jean Yolou. Aiglé, le 153 section. Le diable, c'est un quoi? C'est un menteur. Les gars, bon week-end. À lundi. Biaka.